Alors en orthopédie, la problématique elle est un peu différente puisque la diminution de la durée moyenne de séjour, ça a toujours été. On a toujours diminué nos durées de séjour. Donc aujourd'hui, c'est le sens de l'histoire. Le canal carpien, si on vous dit, on va le garder 3 jours, non, ça n'existe pas. Le canal carpien, c'est du fast track, ça reste 3 heures à la clinique. C'est dans tous les esprits et ça se passe toujours comme ça. L'arthroscopie, c'est pareil, ça se fait en ambulatoire, donc, alors qu'on gardait les gens 3 à 5 jours il y a encore quelques années pour une arthroscopie. Les ligamentoplasties, c'est entre l'ambulatoire et 2-3 jours en fonction des équipes. Et c'est pour ça que je vous ai mis une photo, un grand écart. Il y a encore des écarts entre les différentes équipes, surtout pour les arthroplasties. Il y a des gens qui vont faire ça en ambulatoire, ça a fait la une de la presse il n'y a pas longtemps. Et puis, il y a des gens qui vont garder leur prothèse 8-10 jours. Alors, contrairement à M. Maddalena, mon but, ce n'est pas de faire changer de technique aux chirurgiens. C'est chacun sa technique, chacun ses habitudes. Peut-être qu'on peut les bousculer un peu, mais notre objectif, à nous, ça a été plutôt de se dire, tiens, pourquoi celui qui fait une voie postérieure et qui garde ses patients 8-10 jours, on ne pourrait pas faire en sorte qu'il les garde 3-4 jours? Est-ce que c'est possible et comment ça va se passer? Alors, les avantages de diminuer la durée de séjour, ils sont évidents. Ça améliore la productivité pour l'établissement. Je suis médecin DIM de ma clinique. Il n'y a plus de borne basse pour les prothèses, par exemple. Donc, faire une prothèse en ambulatoire, c'est largement rentable pour la clinique, pour l'instant. Parce que ça va faire des économies pour la Sécu. À un moment, ils vont nous dire, si vous faites toutes vos prothèses en ambulatoire, le GHS, on va vous le couper par 2, on va le couper en 2. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. La diminution du risque infectieux, j'ai regardé un peu la littérature, c'est dans tous les esprits, mais il n'y a rien de publié sur le sujet, et en tout cas, il n'y a rien de prouvé. La satisfaction du patient, alors là je suis d'accord avec le premier intervenant, quand on les revoit, ils ont un sourire jusqu'aux oreilles et ils sont ravis d'avoir passé 24-48 heures à la clinique, quelle que soit leur intervention. Et puis aujourd'hui, il y a un gros message publicitaire, qui ne fait pas sa prothèse en ambulatoire n'a pas droit de citer aujourd'hui dans le monde de la prothèse. Bon, on reviendra un peu sur le sujet. Alors les inconvénients, c'est que tout doit se faire plus vite. Donc il y a une question d'efficience, il y a plus de contraintes pour l'équipe, donc c'est très contraignant. Quand on voit les efforts que vous avez été obligé de déployer à Grenoble pour mettre tout le monde d'accord, les kinés, les diététiciennes, combien de réunions, combien de participants, très très compliqué. Et puis il faut faire tout plus vite. Il faut enlever les sondes plus vite, il faut donner les médicaments plus vite, il faut lever les patients plus vite, il faut faire passer les kinés plus de fois, il faut, etc., etc. Donc c'est voilà, c'est de la productivité. Et puis il y a le ressenti du patient. Alors certes, on lui a expliqué, mais si on lui a dit vous allez rester 3 jours et puis que le lendemain vous le trouvez bien et que vous le mettez à la porte, enfin donc vous le laissez sortir, lui il a l'impression d'être mis à la porte. Donc là, le ressenti du patient, et ça ressort dans votre étude, des fois on n'a pas bien discuté, on n'a pas bien expliqué, voilà, ça prend du temps. Et on n'a pas toujours le temps, parce qu'on a des grosses activités. Et enfin, moins de surveillance de la part du chirurgien, et là il y a des questions de procédure potentielle. Qu'est-ce qui se passe si on fait une prothèse en ambulatoire et que la nuit qui suit, il y a un problème et que l'équipe n'est pas joignable, l'infirmière est une intérimaire, elle a donner la mauvaise décision et que le patient il meurt chez lui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des jurisprudences? Que dit le juriste? Pour l'instant, j'en ai aucune idée. Il y a après-demain une réunion organisée par Branchet sur le sujet. Ils vont nous donner des réponses probablement. Alors, nous, nos objectifs, c'était de... On est 5 orthopédistes à la clinique. C'était de dire... qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer notre durée moyenne de séjour, tout en sachant qu'on n'a pas tous les mêmes techniques, pas tous les mêmes habitudes, mais qu'au final, l'objectif, c'était quand même quand on avait une durée moyenne de séjour pour une prothèse à 6 jours, comment on fait pour descendre à 3 ou à 4? Donc on s'est fixé des objectifs, c'était diminuer cette durée moyenne de séjour,
Alors, en passant par l'éducation du patient, ça part à la consultation. Il faut lui expliquer pourquoi, comment ça va se passer, comment il va être suivi, comment va se dérouler l'intervention, comment vont être les suites, qui va le prendre en charge, que cette diminution de la durée moyenne de séjour, ça correspond à une amélioration de sa prise en charge, c'est-à-dire qu'on va être plus près de lui, on va lui expliquer plus de choses parce que tout va se passer en fait à l'extérieur de l'établissement. Notre objectif était aussi l'augmentation du nombre de prises en charge au domicile plutôt qu'en SSR. Alors ça, c'est sous la contrainte des autorités supérieures de la sécurité sociale. On nous demande d'envoyer de moins en moins de patients en centre de convalescence. Dans notre région, on a un biais énorme, c'est que les centres de convalescence sont des super structures et les gens, ils demandent à y aller. Ils arrivent à la consultation, ils veulent y aller. Donc nous, c'est à nous de les convaincre, de leur dire « mais oui, mais à la maison, ça peut aussi être bien ». Et l'incorporation de la médecine de ville dans le parcours de soins, c'est-à-dire faire intervenir l'infirmière libérale, le médecin généraliste, le kiné, etc. Alors ça, c'était les objectifs. Et puis alors, on a essayé de lister tous les obstacles qu'on avait, qu'on allait rencontrer et qu'on allait devoir prendre en charge pour raccourcir cette durée moyenne de séjour. Alors déjà, il y a le patient. Il faut prendre en charge sa situation familiale, environnementale, les comorbidités, etc. Et plus on en sait avant, plus on gère avant et plus c'est facile après. Enfin, le chirurgien, ça peut être un obstacle par ses habitudes. Le chirurgien de 64 ans qui est à la veille de la retraite, qui hospitalise ses voies postérieures 10 jours depuis 15 ans. Ah ben, c'est facile, il a l'habitude. Pourquoi changer? On est à un an de la retraite. Bon. Et pourtant, il faut lui aussi le motiver. L'anesthésiste, pour moi, c'est un vrai régal. Même si je peux en parler ici. L'anesthésiste est un obstacle parce qu'il fait vomir les malades, il met des sondes urinaires, il donne de la morphine. Bon, ça c'est pour la plaisanterie. Mais on peut aller encore plus loin. On avait abandonné tout ce qui était récupération de sang, etc., économie, pour les économies. Aujourd'hui, faire du CATS, récupérer plus de sang, avoir des malades qui sortent à 12 grammes d'hémoglobine en post-op immédiat, c'est peut-être un gain, plutôt que 8, pardon, c'est peut-être un gain parce qu'ils vont pouvoir être mieux plus vite, donc debout plus vite, donc sortis plus tôt. Donc économiser un CATS en PEROP, ce n'est pas forcément une bonne chose si ça permet de le faire sortir un jour ou deux plus tôt. Donc l'épargne sanguine est à nouveau au cœur du sujet, c'est-à-dire que il faut tout faire pour que nos malades sortent avec une hémoglobine la plus haute possible. Alors l'infirmière, il y en a quelques-unes dans la salle, c'est pareil, c'est un obstacle majeur, l'infirmière. Parce que l'infirmière, le jour de l'intervention, elle ne veut pas lever les patients, elle ne veut pas enlever la sonde urinaire s'il y en a une, elle ne veut pas. Pour vous donner juste une idée, pour faire en sorte que mes patients soient levés le jour même de l'intervention, 2 ans. 2 ans. Pour que toutes les équipes fassent la même chose, voilà, 2 ans. Donc l'infirmière, il faut la motiver, il faut lui faire des réunions, il faut lui expliquer que lever le patient le jour même, c'est mieux pour le patient, ça va plus vite, le lendemain il est mieux, etc. Alors le kiné, chez nous, c'est un problème majeur, parce que ça fait plus de 2 ans et j'ai toujours pas réussi à le faire passer le jour même de l'intervention, toujours pas. Ça, c'est impossible. Il passe que le lendemain quand il passe. Et en ville, il n'y en a pas. Donc, c'est un vrai problème. Et je ne sais pas comment le résoudre. C'est hors de portée. Et puis, la clinique, ça peut être un obstacle parce qu'elle n'est pas riche. Donc, quand on a besoin de financement pour de nouvelles techniques, etc., des fois, elle traîne les pieds. Et puis, ça ne va pas forcément dans le bon sens. Quand on lui fait faire des économies avec le CATS,
Mais peut-être qu'elle fait des économies avec le CATS, mais peut-être que ça prolonge d'un jour ou deux l'hospitalisation ou qu'on transfuse un petit peu plus. Et donc, voilà, ça ne fait pas forcément des économies. Alors, on a travaillé avec Gilles Kemoun sur comment faire pour pallier à tous ces obstacles, essayer de travailler pour essayer de diminuer nos durées de séjour. Alors ça se passe dès la consultation. Hein. Dès la consultation, alors on ne choisit pas de malade. Tout le monde rentre dans le parcours de soins. Tout le monde est averti qu'on va faire tout pour qu'il reste le moins longtemps possible. Et notre vrai, comment dire, notre vrai plus, c'est l'infirmière coordinatrice. C'est-à-dire qu'à la consultation d'un chirurgien, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas imaginer qu'on lise la lettre du médecin traitant, qu'on fasse un diagnostic, qu'on explique au malade ce qu'il a, qu'on lui explique les différents choix thérapeutiques, les inconvénients, les risques, et puis qu'on lui explique tout ce qui va se passer lors de son intervention, avant, pendant, après. Donc on n'a pas le temps. Donc nous, on va faire notre travail de médecin, et l'infirmière coordinatrice, elle va faire tout ce qu'il y a à côté. Et elle va rester en contact avec le malade, et s'il a un problème, c'est auprès de l'infirmière coordinatrice qu'il va s'adresser. Ensuite, on fait une prescription de kiné pré-op. Alors, c'est le seul moyen qu'on ait trouvé pour impliquer les kinés de ville. C'est-à-dire que quand le malade il a pris contact avec son kiné avant, il va l'avoir après. Tout en sachant que ce n'est pas tout à fait vrai, parce que des fois, ils ont pris contact avant, ils le voient après, ils partent en vacances 3 semaines, ils ne sont pas remplacés, et on a un patient qui a 3 semaines sans kiné. Enfin, disons que c'est le seul moyen qu'on ait trouvé. On fait des réunions d'information collective 1 fois par mois où les patients sont conviés, ils viennent ou ils ne viennent pas, hein, mais où ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent, on les informe sur tout ce qui va leur arriver. C'est pas nouveau, hein, on avait fait à Cochin, on avait déjà fait ça en 96 avec une étude sur trois cohortes de patients. Première cohorte, on leur disait rien du tout, aucune information, on va vous opérer d'une prothèse, au revoir monsieur. Deuxième cohorte, une explication classique en consultation. Et troisième cohorte, c'est à l'époque où on faisait de l'autotransfusion. À chaque fois qu'ils venaient à l'autotransfusion, ils passaient l'après-midi et on leur donnait toutes les informations pendant 3 après-midi. Donc. Et on a revu tout le monde 1 an plus tard. Et 1 an plus tard, il n'y a aucune différence significative qui est ressortie entre les 3 groupes. Donc c'est quand même assez aberrant. Sauf que dans le groupe où on donnait des informations, il y en a 2 qui se sont sauvés en courant. Voilà, juste pour le détail, donc de l'utilité de la réunion d'information, mais ça implique le patient dans son parcours de soins quand même. Hein. Et le rendez-vous avec l'infirmière coordinatrice. Alors l'infirmière coordinatrice, c'est Karine, et c'est elle qui va prendre le relais, et elle va vous expliquer ce qu'elle fait à la clinique. Merci pour le... Donc, bonjour, moi je suis infirmière en orthopédie depuis à peu près 8 ans, même 9 ans. Et donc j'ai été nommée il y a très récemment infirmière coordinatrice du parcours de soins en orthopédie. Donc le parcours c'est quoi en fait? C'est-à-dire qu'on va prendre en charge le patient dans sa globalité et surtout le placer au cœur du parcours du patient, du soin, pardon. C'est porter une plus grande attention à l'individu, à ses choix, à son environnement et son mode de vie. Comme on disait, il faut absolument connaître l'environnement du patient pour voir comment rentrer chez lui ou autre en SSR. Et cela nécessite l'action de coordonner des acteurs de santé. Donc le constat initial à la clinique, c'est qu'en fait la DMS est inférieure à la DMS de référence, mais quand même supérieure à la borne basse. Il n'existait pas d'activité kiné préopératoire qui était proposée aux patients. Et pour les personnes âgées, les troubles cognitifs n'étaient pas détectés et donc pris en compte pour les suites opératoires. Et trop de patients vont encore en SSR. En Charente, en Charente et en Dordogne, nous avons quand même 2 gros centres qui sont très très attractifs. Le problème des kinés, donc il n'y en a pas assez en ville. Et surtout, les remboursements sécurité sociale ne se font pas pour les rendez-vous kinés.
Donc l'information du patient, le patient en fait ne disposait pas d'une information complète et exhaustive de son parcours. Effectivement, le chirurgien discute de la prise en charge au niveau chirurgie. L'anesthésiste parle de l'anesthésie de la douleur et tout le reste du séjour n'était pas du tout abordé. Donc, et la transmission par rapport aux informations pour les centres de SSR n'était pas complète. Et donc ce manque d'informations pouvait compliquer la prise en charge du patient, notamment dans les services de rééducation et aussi à la clinique où on n'arrivait pas à rééduquer les patients. Donc cette coordination entre les acteurs, c'était surtout les secrétaires des chirurgiens qui prenaient les rendez-vous et qui essayaient de les regrouper avec les anesthésistes, mais aucun travail n'était vraiment réalisé par les différents acteurs pour réduire les déplacements des patients. Donc nous, notre objectif du parcours du patient, c'était améliorer le service au patient et son accompagnement dans le parcours de soins. Donc tout en diminuant les complications et la consommation de soins post-opératoires grâce à une meilleure préparation du patient à l'intervention et aux suites opératoires. En ayant beaucoup plus d'explications, le patient est plus rassuré et moins anxieux. On améliore l'orientation et le suivi post-opératoire. On essaye quand même de dire aux patients que le retour à domicile peut être envisageable pour certains patients, pas pour tous bien sûr. On prend évidemment en compte l'environnement du patient. Un patient qui est seul, isolé, une maison à étage, c'est quelque chose qui est compliqué pour lui. Et maintenant, on prend en compte les troubles cognitifs. Donc les moyens mis en œuvre, c'est vraiment cette réunion collective sur le parcours du patient qui a lieu le premier mercredi du mois. Donc il y a des affiches qui sont signalées dans les salles d'attente des secrétaires. Et donc il y a un diaporama qui a été mis en place qui présente les différentes étapes du parcours. Et en fait, généralement, elle peut aussi être mise en place et le patient va prendre sa décision. Il n'est pas tout à fait sûr encore de se faire opérer et on peut l'inciter à prendre sa décision. Donc, il est organisé par une infirmière coordinatrice, donc moi ou ma collègue. Et donc ensuite vient l'entretien de coordination individuelle. Donc cet entretien permet de mieux connaître l'environnement du patient et d'évaluer l'impact sur sa prise en charge. Donc l'environnement socio-familial, la personne qui est seule et isolée, si elle a un accompagnant qui est capable d'assumer ou non l'accompagnement de la personne, et l'environnement architectural, logement ou non adapté. La détection des troubles cognitifs qui rendent difficile l'éducation du patient par un test codex. Nous avons été formés par un centre pour évaluer les troubles cognitifs. Et quand nous avons un risque élevé au niveau des troubles cognitifs, nous sommes censés prévenir l'anesthésiste, qui le prend bien sûr en compte, le chirurgien, et on prévient le SSR bien sûr lors de la demande. Donc, on vérifie également que le patient a bien réalisé toutes les actions préopératoires définies lors de la consultation, c'est-à-dire les rendez-vous avec le dentiste, le rendez-vous avec le cardiologue, le rendez-vous pour la radio. Donc, tous les examens qui doivent être faits avant, lors de l'entretien, on vérifie que tout ceci a été fait. Donc, on informe surtout le patient des prochaines étapes, on identifie et on répond aux inquiétudes, c'est-à-dire que moi, lors de l'entretien, je pars du moment où ils mettent le pied à la clinique jusqu'au moment où ils en sortent. Donc, je détaille chaque jour qui se passe à la clinique et après, j'explique par rapport à la sortie. Et donc, justement, lorsqu'on fait ce travail, on choisit la structure la plus adaptée en fonction du souhait et de la situation de la personne. Quelquefois, certaines personnes qui voulaient absolument aller en SSR changent d'avis et veulent aller à la maison parce qu'on leur explique que c'est vrai que le SSR, c'est quand même une contrainte avec des heures de petit déjeuner, des heures de repas, des heures de kiné, alors que quand ils sont chez eux, c'est quand même... ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Donc c'est quand même un temps d'écoute et d'échange avec l'infirmière, le patient et bien souvent son entourage puisqu'il vient toujours accompagner pratiquement. Donc ensuite on a mis en place un agenda partagé vu qu'à la clinique nous sommes informatisés. Tous les rendez-vous qui sont notés, cardio, pulmonaire, le rendez-vous avec la radio, l'anesthésiste, tout est noté sur un calendrier et donc moi je m'intercale dans ces rendez-vous pour pouvoir éviter les déplacements du patient. Donc voilà, l'entretien individuel. Donc en fait, les patients, généralement, je les appelle une semaine avant pour caler, pour voir quand est-ce qu'ils sont disponibles. Et je m'intercale entre tout ce qui est rendez-vous avec l'anesthésiste, le rendez-vous pour la radio ou le cardiologue. Voilà, donc ça, c'est un exemple de l'agenda que nous avons. Donc le suivi post-opératoire, donc en fait, le patient, quand il sort à domicile, l'infirmière le contacte donc à J2,
à J9 et à J15 pour une prise de nouvelles. On lui demande si les séances de kiné se passent bien, on lui demande si au niveau de la douleur il est bien soulagé et si par rapport au traitement, si tout est bien en place. Et donc après à J30, il a le rendez-vous avec le chirurgien. Donc pour l'instant, on a 162 patients qui sont inclus. Le retour est positif au niveau des patients, ils sont moins anxieux et mieux préparés. Nous, en tant qu'équipe infirmière, on trouve que les patients qui arrivent et qui ont été vus arrivent avec les bonnes affaires. C'était tout bête, mais le chausson qui tient le talon, ça a été un parcours du combattant chez nous en orthopédie. Donc la mission a été courtée puisque le recueil de données est fait en amont et il est bien rempli par l'infirmière coordinatrice. La sortie est mieux organisée. L'infirmière coordinatrice, de toute manière, passe voir les patients systématiquement pendant le séjour pour valider la sortie en SSR. Et donc la satisfaction par rapport au rôle de la coordinatrice est un interlocuteur privilégié puisqu'ils savent déjà, il y a déjà un repère dans la clinique et elles connaissent déjà quelqu'un. Voilà, ça sert. Alors je reprends la parole. À la clinique, donc aujourd'hui, une prothèse de hanche, on est 2 sur 3 à la faire par voie antérieure. Le premier levé, c'est le soir même et c'est à tous les coups ça marche. La marche avec 2 cannes le lendemain et la sortie à J2. C'est-à-dire que les 2 malades qui ont été opérés mardi, eh ben, ils sortent ce matin et ils sont ravis de sortir et ça pose aucun souci. Vous avez la vidéo de quelqu'un à J2 qui sait monter, descendre les escaliers et qui marche tranquillement dans le couloir et qui peut sortir même sans canne. On a des résultats qui sont parfois extraordinaires. La prothèse de genou à la clinique, donc on fait des chirurgies qui sont moins invasives, éventuellement avec des masques personnalisés. Le premier levé J0, salle de bain J1, couloir J2, escalier J3 et sortie J3, J4. Donc même s'il y a des chirurgiens à la clinique qui font encore des voies postérieures, etc., la diminution de la durée moyenne de séjour a été effective dans l'établissement. Alors la place de l'ambulatoire, même si ce n'est pas vraiment le sujet, c'est quand même la diminution extrême de la durée moyenne de séjour. C'est à la mode en ce moment. La place de l'ambulatoire, ça reste à définir, en tout cas pour les prothèses. C'est sûrement pas pour tous les patients. C'est pas pour tous les chirurgiens non plus, parce que ça demande des techniques que tout le monde ne fait pas. Il y a un vide juridique pour le moment. Qu'est-ce qui se passe quand ça se passe mal ? On peut surfer sur la vague, mais des fois on se casse la figure, donc il faut être prudent. Il y a encore un vide juridique dans le domaine. Prudence. Alors, qu'est-ce qui se passe après la sortie du patient en ville ? Eh ben, en ville, on a le choix entre le libéral pur, ce qu'on fait habituellement le plus souvent, dans la majorité des cas en orthopédie. Récemment a été mis en place le Prado, organisé par la Sécu. Ça marche pour une seule chose, c'est qu'on a un retour d'information sur la prise en charge kiné. C'est-à-dire qu'ils arrivent à obliger les kinés à prendre en charge les malades. Je ne sais pas comment ils font, mais ils y arrivent. Ou l'hospitalisation à domicile. Alors chez nous, c'est pratique, c'est attenant à la clinique et on l'utilise. Alors, quand on fait des prothèses de hanche en ambulatoire, il y en a une ou deux de prévues, la chalet va être mise sur le coup. Et les SSR que je n'ai pas noté là parce qu'on essaye de s'en passer. Et les moyens, c'est l'infirmière coordinatrice que vous venez de voir et qui définit où va aller le patient. Ce n'est pas moi qui décide maintenant, c'est l'infirmière coordinatrice qui gère et qui envisage la suite à donner à la sortie du patient. Et enfin, une petite conclusion. Parce que la diminution de la DMS, c'est la motivation des acteurs, vous avez bien compris. Il faut motiver toute l'équipe. Et s'il y a un chaînon, y compris le brancardier, qui n'est pas motivé, ça ne marche pas. Il faut l'implication de tous les soignants, les infirmières, les anesthésistes, les chirurgiens. Et puis, il faut l'adhésion du patient, sinon ça ne marche pas non plus. Merci. Bien, oui. Oui, je voudrais demander si les imprimantes 3D dans les prothèses totales de genoux vont amener ou sont dans le viseur du futur rapidement. Alors, les masques personnalisés, c'est de ça dont vous parlez.
C'est très en vogue, c'est en cours d'études. Ça commence à donner des résultats qui sont largement satisfaisants. Ça permet de faire des incisions moins importantes, d'avoir moins de pertes sanguines, donc d'avoir des réhabilitations plus rapides. L'objectif, et je travaille dessus donc je peux en parler, c'est d'avoir des ancillaires à usage unique derrière. C'est-à-dire que quand vous avez un patient pour une prothèse de genou, il passe son scan, on fait un masque personnalisé, on fait un ancillaire à usage unique et le laboratoire livre les masques, l'ancillaire à usage unique et la prothèse. Parce qu'on sait, donc il n'y a plus de stock énorme de prothèses dans les blocs, etc. Donc on sait ce qu'on va implanter au malade avant qu'il rentre en salle. Alors on va tester l'ancillaire à usage unique. Les premiers ont été testés là le mois dernier et ça va être testé dans la clinique normalement au mois de janvier. Donc ça va vite. Alors c'est un coût supplémentaire puisque un masque personnalisé c'est 300 € et l'ancillaire à usage unique il sera sûrement entre 200 et 300 € aussi, mais voilà. Après, est-ce que la sécurité sociale va prendre en charge? J'en sais rien. Est-ce que la clinique va prendre en charge si ça permet de gagner un jour ou deux d'hospitalisation? J'en sais rien. Je l'espère qu'il y aura une solution de trouver. Non, parce qu'il y a plusieurs labos qui se sont... Ah, le labo, lui, il faut qu'il fabrique... Alors, il faut savoir que l'ancillaire à usage unique, il entraîne quand même des économies de la clinique, ou les masques personnalisés, parce que là où il y avait 4 ou 5 boîtes d'ancillaires stérilisées à 70 € de coût de stérilisation d'une grosse boîte, eh ben, au final, ça s'équilibre. Bon, moi, les négociations financières, c'est pas vraiment mon truc. Bonjour, Slim de Clermont. Moi, je voudrais insister sur un aspect, sur le rôle de l'infirmière. C'est très important. Parce que l'essence même de cette prise en charge, c'est de mettre le malade au centre de tout ça et qu'il devienne acteur. Et il n'y a pas une personne qui est plus proche du malade que l'infirmière, beaucoup plus que nous. Donc je voudrais vous remercier pour l'organisation et insister sur cet aspect-là, parce que sans infirmière coordinatrice, on ne peut pas réussir cette prise en charge. Il y a effectivement l'infirmière coordinatrice, mais il y a toute l'équipe. Et c'est vraiment l'équipe qu'il faut mettre au centre du système, parce que, comme je disais, si le brancardier il met 2 heures à remonter le malade, vous ne pouvez pas le lever tout de suite. Est-ce qu'il y a encore une question ? Moi, je voudrais juste dire un petit mot, parce qu'au centre clinical, quand on entend Patrick Lambert, on a l'impression qu'il ne peut pas travailler, le pauvre garçon. Alors, je voudrais dire simplement que je vais lui répondre, on travaille ensemble, donc je peux me permettre. En ce qui concerne le cell saver, bon, le cell saver, on a bien prouvé que des études ont été faites à Poitiers, à la Polyclinique de Poitiers, par un type qui s'appelle Éric Lepellet, sur des milliers de prothèses, où il a prouvé que le cell saver, ça ne servait à rien si c'était pour récupérer 20 ou 30 millilitres de sang. Et en plus, lorsqu'on met un cell saver, le cell saver ne peut pas accompagner le malade dans sa chambre, donc on est obligé de le garder beaucoup plus longtemps en salle de réveil. Donc il y a un peu une embolisation de 2 ou 3 heures pour récupérer très peu de choses. Enfin voilà, c'est ce que je voulais dire. J'ai parlé du CAT, mais ça peut être les prex avant, ça peut être... Alors voilà, donc il y a d'autres méthodes qui sont les prex ou les cures de vénofère. Tout ce qui... Ouais, le vénofère, enfin bon, je pense que tu peux en mettre des kilos, mais voilà. C'est pas le débat. Le débat, c'est comment faire pour gagner 1 point ou 2 d'hémoglobine, donc, en tout cas, pour avoir un malade qui va être plus vite debout. Tes patients sont sortis quand même comme les autres. Et donc, le fait d'avoir arrêté le cell saver au centre clinical, ça nous fait faire, Madame Catherine Michel est là, on avait fait une économie de 40 000 € d'un coup. Voilà, et il me semble qu'on doit être à ça à peu près. La deuxième chose, je voudrais vous faire sourire, parce que là, on commence à aller vers les techniques d'anesthésie. Karine, vous n'avez pas compris tout à l'heure pourquoi elle me regardait, elle souriait, parce que le codex, c'est les troubles cognitifs. Elle me téléphone en me disant, Monsieur Bénichou, attention, là, vous allez avoir un petit vieux, il est complètement à l'ouest. Mais complètement, je ne sais pas comment on va faire pour sa prothèse. Il s'assoit en face de moi, je vois un monsieur trapu, petit, costaud, tout ça. Je me dis, qu'est-ce qu'il est? Il est Alzheimer, il est quoi? Et puis le gars, je lui dis, vous êtes complètement à l'ouest, là, vous comprenez rien, vous êtes... Et il me regarde, alors il me dit, mais... Votre nana, là, moi, j'ai fait 40 ans artisan maçon. Elle m'aurait demandé de lui faire un devis avec la TVA, je vous fais de la ristourne, du black, du machin. Elle me raconte des trucs sur la lune, je comprends rien, moi. Qu'elle me fasse faire une facture, vous allez voir comment je vais vous la faire, et demain, avec un coup de crayon. Voilà, donc c'est ça, les troubles cognitifs, il faut se méfier, parce que quelquefois, c'est pas forcément évident, les tests sont pas forcément... Il
Bien. Alors 40 000 euros d'économie, c'est rien du tout, hein. Parce que tu baisses ta durée moyenne de séjour de 5 jours à 2 jours pour une prothèse de hanche, et avec 20 prothèses, c'est pulvériser ton record, là. Mais donc à la clinique, la durée moyenne de séjour des hanches, c'est 2 jours. Chez nous? En tout cas sur les Donc, 40 dernières hanches. Finalement, t'es pas si malheureux.